Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau bilan culture. C'est un bilan qui me plaît particulièrement parce que c'est vrai que je me suis nourrie de beaucoup de choses qui m'ont vraiment marqué ce dernier mois. Et du coup, j'avais très hâte de le tourner. Donc on commence tout de suite. Tout va bien aller. Je filme un bilan culture avec des gens autour. Ça n'arrive pas souvent. C'est assez effrayant. On va commencer tout de suite par les podcasts. Le premier podcast dont j'aimerais vous parler, ça s'appelle In the Mood for Art. C'est un podcast qui va interviewer des jeunes femmes artistes ou en tout cas qui se dirigent vers ce genre de métier artistique, que ce soit de la réalisation, de l'écriture, du théâtre, et qui va aller les interroger sur les œuvres qui les ont marquées et qui les ont transformées. Pas que des femmes d'ailleurs, il y a aussi des hommes, mais il y a une prédominance de femmes. Et il y a notamment 2 épisodes qui m'ont beaucoup plu. Le premier, c'est celui de Lisa Bloom, que je connaissais pas du tout et qui est maintenant une artiste que je suis, qui je crois écrit et réalise. Et puis le deuxième épisode qui m'a vraiment ultra chamboulée, c'est celui de Prune Pochet. Prune Pochet, elle est mannequin notamment, mais surtout comédienne, en tout cas elle fait du théâtre. Et la manière dont elle avait de parler des œuvres, c'était vraiment bouleversant parce que ça donnait envie de tout découvrir et ça m'a donné des nouvelles références ou en tout cas une curiosité à aller voir ce dont elle parlait parce qu'elle en parlait avec amour et surtout comme des marqueurs de son histoire en tant que jeune femme et aussi en tant qu'artiste. Et j'ai trouvé ça super beau de parler d'art en fait de cette manière-là. Donc si ça vous intéresse, je vous le recommande vivement. Et je dis pas ça du tout parce qu'il y a un épisode avec moi, parce que j'ai eu la chance aussi d'être interviewée pour participer à un épisode, mais je dis pas ça pour ça, vraiment je le dis parce que j'admire beaucoup les femmes qui ont parlé dans ce podcast et aussi ceux dont elles parlent dedans. Le deuxième podcast qui m'a bouleversée et que j'ai adoré écouter, c'est un épisode de Vénus épilait-elle la chatte, qui va se poser la question de pourquoi finalement on n'a jamais laissé la place aux femmes et surtout ce que ça vient raconter de notre histoire de l'art et ce que ça vient changer dans notre société. Déjà, de manière générale, je trouve que c'est des sujets qui sont quand même intéressants et primordiaux, mais le dernier épisode qui est sorti, qui est un long format, s'interroge sur pourquoi on a érigé Picasso en grand dieu absolu de la peinture et de l'art de manière générale, alors qu'a priori c'était un homme qui considérait très peu finalement les femmes qui l'entouraient, et pourtant il y en a eu beaucoup qui ont toujours été ses inspirations ou ses femmes, ses compagnes, ses petites filles, et qui les utilisait finalement comme matière et comme moteur à créer sans jamais les considérer. Il avait un comportement assez destructeur vis-à-vis de ces femmes-là, et pourtant elles étaient la cause, peut-être même la raison, et en tout cas la matière de son travail, et ça vient interroger tout ça. Et j'ai trouvé cet épisode absolument brillant parce qu'il vient dire énormément de choses, tant sur notre société et ce qu'elle fait des artistes, que forcément sur Picasso et sur évidemment le patriarcat, la société patriarcale. Et c'était vraiment génial, un excellent travail. C'est une journaliste qui fait ça seule et j'ai trouvé cet épisode nécessaire et vraiment excessivement bien construit, plein d'informations, et je vous le recommande à 1000%. Ça glace un peu le sang parce que du coup on est forcé de mettre en perspective à peu près tous les artistes masculins du dernier siècle et même d'avant, mais c'est brillant, c'est vraiment un travail brillant, donc je vous le recommande vivement. Je vous en ai déjà parlé dans le dernier bilan culture, mais je tiens à le refaire ici parce que vraiment j'ai saigné cette semaine. Vulgaire de Marine Baoussan, c'est excellent, elle vulgarise juste n'importe quoi comme sujet en 10 à 15 minutes, c'est encore une fois brillant parce que c'est plein d'humour, en même temps c'est très accessible et en même temps elle vulgarise tellement bien que à la fin t'as l'impression de maîtriser le sujet, ou en tout cas tu peux en parler et t'es plus totalement là les bras ballants à pas savoir ce qu'est le Bitcoin par exemple. Je trouve que c'est vraiment aussi un travail d'une grande qualité qu'elle donne gratuitement une fois par semaine via podcast. Ça demande 15 minutes d'attention, mais on en sort vraiment avec beaucoup plus de matière en fait, et puis un peu plus intelligent, et je trouve ça vraiment très très chouette. Donc je vous recommande encore une fois Vulgaire si vous étiez passé à côté au dernier bilan culture. Et un peu dans le même genre, même si c'est un peu plus pour du fun, il y a le dernier podcast de Combini, je crois. Je me demande si c'est pas une exclusivité de Deezer. Il s'agit de Best Story Ever. C'est un podcast qui est raconté en tout cas par Marina Rollman, qui est une comédienne et une artiste aussi que j'adore. Elle va se perdre dans les pages de Wikipédia et tomber sur des pages un peu bizarres avec des anecdotes incompréhensibles, et elle va donc raconter ses histoires. Oh mince, il y a un voisin qui ouvre son volet. Et donc du coup elle va raconter ses histoires et ses
des anecdotes un peu époustouflantes qu'elle a trouvées sur des pages Wikipédia. C'est très bien écrit, c'est assez drôle et en même temps c'est assez palpitant et c'est un moment joyeux et ça fait du bien d'écouter ça en podcast. Donc je vous le recommande grandement aussi. Je vais vous parler un peu de vidéos YouTube. J'ai découvert récemment une meuf qui est juste trop bien. Et là encore, vraiment, c'est du taf de ouf et c'est pas forcément de la vulgarisation, mais en tout cas elle rend accessible des sujets sur lesquels tout le monde n'est pas sensible. Amy Plante, donc c'est une jeune femme qui fait du code en fait à l'école 42 et je crois qu'elle a commencé par raconter ça, comment elle a passé les concours, quels sont les exercices qu'on demande dans cette école-là. J'avoue que c'est pas finalement les vidéos que j'ai regardées. Moi j'ai plus regardé les dernières vidéos, notamment elle vient faire une série autour de sa propre vie et il y a une vidéo qu'elle a faite avec sa grand-mère. Elle est retournée en Roumanie voir sa grand-mère pour refaire une photo qu'elle avait avec elle et toute la construction et la narration de sa vidéo est juste excellente. Elle a fait aussi quelque chose sur le Covid, la situation Covid, la perte de spontanéité et tout. Et pareil, c'était brillant dans l'écriture, dans la construction, dans le montage. Je trouve qu'il y a un truc de sensible et en même temps de construit, d'accessible. On a une capacité d'identification à elle et on voit le taf qui est derrière et puis c'est une meuf qui réfléchit beaucoup tout en se prenant pas la tête, en se prenant pas pour ce qu'elle est pas et en même temps elle arrive à faire un petit bijou d'art de vidéo et ça faisait 1000 ans que j'avais pas vu une aussi grande qualité sur YouTube et un investissement de la part d'un créateur aussi fort et je trouve ça génialissime et elle a notamment fait une vidéo sur Laylo. C'est trop bien écrit, trop bien raconté, ça donne trop envie de découvrir tout ce dont elle parle et elle a l'air juste ouf donc je vous recommande excessivement cette artiste parce que je crois que de toute façon elle va un peu percer dans tous les cas vu comment ce qu'elle fait c'est trop fort et accessible et trop génial. Donc je vous recommande vivement d'aller checker le travail d'Amy Plante. Je vous parle plus trop de mode parce que c'est plus trop un sujet qui est central dans ma vie même si ça l'a été à un moment. Mais là il y a Loïc Prigent et Natacha Maurice, sa prod, qui ont sorti une nouvelle série qui s'appelle Les Codes de la mode et dans des épisodes de 10 minutes, ils viennent s'interroger sur des marques et sur les codes de ces marques. Encore une fois, ici, c'est rendre accessible des grands savoirs en 10 minutes, faire une espèce de condensé, de résumé d'informations sur l'histoire d'une maison de couture et sur pourquoi elle est ancrée, qu'est-ce qu'elle a démocratisé ou changé dans l'histoire de la mode. Et je trouve ça assez chouette, encore une fois, parce que c'est fun. C'est un bel objet où on sent qu'il y a du travail derrière dans la prod, il y a vraiment une direction artistique qui est donnée. Ça, c'est aussi un truc, si vous aimez la mode, c'est assez chouette ces épisodes-là. Et en parlant de mode, alors c'est pas le même délire, mais bon, voilà. Pour la 70 milliards de millième de fois, je vais en parler sur cette chaîne. Il s'agit de Amélie, de la chaîne The Golden Grounds, qui a commencé une nouvelle série qui s'appelle Portrait Chinois Fashion. Et donc, elle va dans les placards de ses copines. Pour le moment, elle l'a fait pour sa copine Capucine, pour leur poser des questions sur leur rapport à l'art, à la philosophie, à la vie et à la mode. Et donc, elle fait parler les gens à travers leurs fringues. En présentant leurs fringues, elles vont venir parler d'artistes, de références et tout ça. Encore une fois, j'ai découvert plein d'artistes grâce à l'épisode de Capucine que je connaissais pas et dont maintenant le travail m'intéresse. Et je trouve aussi cette approche par le vêtement hyper intéressante. C'est un truc que j'aurais bien aimé exploiter moi aussi d'une manière parce que la SAP, ça a une place aussi dans la construction de soi. Et Amélie en parle très bien sur sa chaîne, donc allez voir ce qu'elle fait si c'est pas déjà le cas. Donc je vous recommande aussi cette nouvelle série. Un truc qui est pas du tout le même délire mais dont j'ai envie de parler parce que ça m'a un peu défoncé l'esprit ce dernier mois et remettre en perspective toute ma manière de penser et d'envisager la vie. En fait c'est Alexandre Astier qui parle pendant 40 minutes sur la chaîne d'Axolot des exoplanètes. Voilà, alors c'est un peu un sujet de niche ou pas, ça va dépendre pour qui. En tout cas, il vient questionner l'anthropocentrisme, des planètes, de l'univers, de notre rapport à tout ça. C'est brillant, je dis le mot brillant tout le temps, mais c'est incroyable que ce mec arrive lui aussi à vulgariser des sujets qui sont tellement inaccessibles. C'est un truc avec lequel j'ai vachement de mal et pourtant j'ai une maman journaliste scientifique qui n'a parlé que de ça toute mon enfance, mais c'est une réalité qui était inaccessible ou en tout cas qui me semblait inaccessible sous prétexte que ma sensibilité elle va autre part, elle va dans l'image, elle va dans le dessin, elle va dans la représentation et en fait, là, pour moi, c'est tout sauf représentatif, vu que c'est pas palpable et que c'est pas sensible, cette question d'univers et de grande échelle et d'humanité et de nature. C'est pas palpable. Et pourtant, là, j'ai tout compris. Et plus que de tout comprendre, ça a complètement changé ma perception de la vie et de tout.
c'est un peu hardcore de dire ça comme ça, mais si ça vous intéresse, allez voir cette vidéo et vous m'en direz des nouvelles. Attention, ça met des balles dans le crâne, ça recentre, au contraire ça décentre, je sais pas, en tout cas ça vient chambouler un peu où on se situe et comment on pense notre rapport au monde. Mais pour moi c'est hyper intéressant d'avoir aussi ces perspectives-là à un moment dans sa vie. Et voilà, il y en a qui ont accès à ce genre d'informations beaucoup plus jeunes, d'autres beaucoup plus tard, d'autres jamais. Moi, c'est maintenant que j'ai rencontré ce truc-là. Cette forme de métaphysique dans ma vie me fait peut-être du bien. Donc je me dis que voilà, je peux partager aussi ça avec vous parce que le but, c'est un peu de vous dire aussi tout ce que je traverse. Et cet épisode-là fait partie des choses qui me bouleversent, même s'il ne s'agit pas d'écologie, pas de féminisme, pas de roman graphique. C'est un truc un peu différent, mais tout aussi bien. Et le dernier truc YouTube dont je vais vous parler pour mettre un peu de fun dans tout ça, et aussi parce que j'en ai eu besoin finalement de fun et de divertissement, et que tant pis si on est dans un bilan culture, il faut aussi que je vous parle de ce qui me fait du bien et ce que je consomme finalement, même si c'est pas forcément de la culture. Il s'agit de la chaîne de Codico et notamment sa série qui s'appelle That's Cringe, et en fait c'est trop drôle. C'est juste, il prend les vidéos les plus bizarres de tout l'internet, il est avec son meilleur pote et il regarde la vidéo en direct et il la commente. Ils sont trop drôles, vraiment ils sont trop drôles et c'est excellent, faut comprendre l'anglais, c'est mieux pour avoir les blagues et tout ça. Ça fait rire et c'est important de rire et c'est un peu anecdotique, mais vraiment c'est un peu un des trucs qui m'a fait du bien au moral quand j'étais au fond du trou ces derniers temps. Et c'est quand même un humour hyper intelligent et ça c'est super chouette parce qu'ils ont quand même des bêtes de valeur ces types là, et donc du coup à chaque fois qu'ils rigolent sur quelque chose, c'est pas vraiment pour se moquer, au contraire c'est aussi pour faire percevoir des trucs de valeur au public. Et j'aime bien ça, donc allez checker si jamais ça vous intéresse. Là on va rentrer dans le dur du sujet, dans les documentaires et les films que j'ai vus, parce que j'ai saigné Arte. Arte c'est vraiment la vie, l'application Arte elle est trop bien, et comme je m'ennuyais au travail, j'ai eu l'occasion de regarder 1 ou 2 documentaires qui ont été vraiment trop super. Le premier c'est quand même Insoumise, qui est un documentaire qui a été fait je crois par les petits-enfants de Carole, qui est donc une réalisatrice. C'est un documentaire qui vient retracer le parcours de Carole et Delphine, qui étaient 2 figures assez importantes quand même du cinéma, notamment à la période de la Nouvelle Vague, parce que c'est des femmes qui ont réussi à prendre la caméra et à raconter des choses et à se mettre un peu quand même, enfin pas en opposition, mais qui ont réussi à questionner le cinéma et le féminisme, et c'est un peu les premières et les précurseuses en France notamment à avoir mis ce sujet au premier plan, avec un documentaire qu'elles ont fait qui est excellentissime, où elles vont interviewer des actrices dans le monde entier pour parler de leur rapport à la caméra et au cinéma, qui s'appelle Sois belle et tais-toi, que je vous recommande aussi grandement si vous ne l'avez pas vu. Bref, elles ont vraiment fait bouger les choses, elles ont discuté avec les ministres, elles ont rendu ce débat un peu plus public, et puis surtout elles l'ont filmé, donc elles l'ont montré, elles ont montré les manifs pour l'avortement, elles ont montré les femmes et ce qu'elles traversaient dans pas mal de choses, notamment aussi sur la question de la prostitution. Enfin bref, leur travail est assez phénoménal et génial, et c'est des féministes et des cinéastes brillantes, et donc ce documentaire retrace leur parcours et c'est super intéressant parce qu'on a plein d'images d'archives, on a aussi beaucoup de leurs témoignages et de ce qu'elles racontent lors d'interviews. Elles racontent aussi leur démarche, comment elles en sont arrivées là, à faire du cinéma, enfin à allier leur travail et leurs convictions et à se battre pour et à défendre leurs intérêts là-dedans. Et il en fallait du courage pour faire ça à cette époque-là, et pour refuser aussi certains rôles parfois, et faire face à des producteurs complètement cons parce que machistes et mecs. Bref, je suis en admiration absolue de ces femmes-là, et ce documentaire est vraiment très chouette, et il donne beaucoup de courage, notamment aux jeunes femmes qui veulent faire du cinéma. Donc je vous le recommande grandement. Un autre documentaire que j'ai vu, dont je ne me rappelle pas le titre mais que je vous mets ici, c'est un jeune homme qui a 35 ans qui va se questionner sur comment il a été fait, puisque finalement il a été fait à l'aide de sperme d'un donneur, et du coup il va se questionner sur sur cette question-là, et donc il va aller voir les associations des autres enfants qui ont été issus de donneurs, et donc de donneurs anonymes forcément, et qui connaissent pas leur bagage génétique et leur père biologique, et qui ont envie de se poser cette question-là. Ce que j'ai trouvé intéressant dans le documentaire, c'est que comme ça vient de ceux qui le vivent et ceux qui sont confrontés à la question de qui est mon père biologique, on se rend compte des cheminements qu'ils traversent, intellectuels en tout cas et psychologiques,
pour se poser la question de c'est quoi mon histoire, c'est quoi mon bagage et pourquoi ils ont besoin de découvrir finalement qui est leur père biologique ou pas. Certains le veulent, d'autres pas, mais on se rend compte quand même qu'une grande majorité a ce besoin et ce désir de savoir d'où ils proviennent, notamment parce que potentiellement ils peuvent avoir, si les donneurs ont beaucoup donné, des frères et des sœurs à peu près du même âge, ou en tout cas des demi-frères et des demi-sœurs. Quand certains pères biologiques sont ok pour dire qu'ils ont été donneurs, et certains enfants peuvent les rencontrer, et donc ça va les suivre un peu dans ce cheminement-là, ceux qui arrivent à retrouver leurs parents, ceux qui n'y arrivent pas, et les questions que ça vient poser en termes de société. Comme c'est un documentaire où quand même on parle de l'histoire personnelle et sensible d'un mec dont c'est la situation, ça rend la chose beaucoup plus accessible et ça vient pas donner de réponse, mais en tout cas ça vient donner un éclairage sur la sensation de ce que ça fait que d'être issu d'eux. Et pour ça j'ai trouvé ça quand même grave intéressant parce que ça fait réfléchir et mettre en perspective ce sujet de société. Et chacun se fait son avis là-dessus, mais en tout cas ça donne des clés pour comprendre un peu le débat. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, why not. Il y a un autre documentaire qui était brillant aussi, dont je me rappelle pas le nom. Je me rappelle du nom de rien, mais je vous inscris les noms là. C'était un documentaire sur le genre et les identités. Et c'était super chouette parce qu'en fait j'ai compris des trucs que je comprenais pas. J'ai déjà 25 ans et en fait on m'a pas raconté ce que c'était que le genre à l'école, on m'a juste raconté les histoires de chromosomes X et les chromosomes Y, qu'est-ce qui faisait de toi une femme ou un homme, mais on m'a pas parlé de la transidentité, on m'a pas parlé de ce qu'était que le genre, on m'a pas expliqué tout ce qu'il existait dans le spectre de l'identification des sexualités, de comment on s'identifiait comme individu dans la société. Et ce documentaire l'explique très bien. Au-delà de raconter ce que sont les genres, ce que sont les identités sexuelles et la pluralité des possibilités et de ce qu'il existe aujourd'hui, ça vient aussi mettre l'accent sur les différents problèmes sociétaux qui découlent de ces avancements, de ces progrès. C'est un documentaire que je vous recommande si, comme moi, vous étiez un peu paumé et vous aviez toujours une peur et une crainte à parler de ça, en fait. Parce que on a beau dire qu'on n'a aucun problème avec rien, si on comprend pas, allez, hop, ta gueule. Enfin, ça permet peut-être aussi une forme de plus grande tolérance, je crois. Et ça, c'est pas mal. On en a pas mal besoin dans notre société aujourd'hui. Un autre truc que j'ai saigné dernièrement, c'est la série Trax de Arte, qui est donc une série qui vient s'interroger sur les sujets d'actualité pendant 30 minutes. Et il y a 2 épisodes que j'ai trop kiffé parce que je m'étais pas posé la question et que c'est quand même hyper intéressant. Il y a celui sur l'industrie de la musique et du streaming qui était ouf. Et il y a celui sur la société du smartphone qui était trop bien aussi. Et dans les épisodes, ils vont interviewer tant des artistes que des philosophes. On en sort plus intelligent et encore une fois avec un avis sur des questions de société qui sont absolument essentielles pour avancer aujourd'hui. Et en même temps, c'est fait avec beaucoup de fun et de spontanéité et un truc très agréable esthétiquement qui vraiment donne envie d'apprendre. Donc je vous recommande les Trax. Dans le même genre, contenu un peu punchy qui permet d'être plus au fait de l'actualité, il y a les petits épisodes de France TV qui s'appellent Vue, qui font chaque jour un récap des infos, mais aussi des vidéos un peu drôles, un peu fait le buzz et qu'on tournait dans la journée. C'est un peu comme un zapping, mais c'est quand même un zapping qui est vachement bien fait parce que justement ils mêlent les trucs d'actualité et les trucs de culture un peu plus pop, mainstream. Et ça c'est super aussi si vous voulez avoir une dose d'informations tous les jours. La dernière chose dont je vais vous parler dans ce bilan culture et pas des moindres, c'est un film. J'ai vu pas mal de films mais pas grand chose qui m'a bouleversée. Except celui-là, ADN de Maïwenn, qui était donc le film que j'ai choisi pour mon retour au cinéma à la réouverture du monde. C'est un film qui est absolument bouleversant, qui est un film que j'aurais aimé faire et qui restera parmi les plus beaux films que j'ai vus. Ça parle beaucoup à mon histoire personnelle et c'est peut-être aussi pour ça qu'il me touche autant, mais ça vient raconter le départ d'un être cher, en l'occurrence ici un grand-père, vu par l'ensemble de la famille. Et comment donc c'est perçu, comment c'est accepté ou pas, et comment on fait ce chemin vers l'au-delà, ou en tout cas vers la mort, vers l'après, quand la personne n'est plus, mais est finalement toujours là, mais n'est plus physiquement. En deuxième question, Maïwenn vient s'interroger de ce fait sur ses origines
notamment ses origines algériennes, puisque son grand-père était algérien, mais qu'il est venu en France et que finalement sa famille se considère comme française et elle est française mais pas algérienne. Du coup, qu'est-ce que ça vient dire de son histoire, de son patrimoine et de son identité. C'est filmé avec beaucoup de proximité, avec un truc très doux, très naturaliste, très incluant dans une vie de famille que moi j'aime beaucoup. J'aime cette manière de filmer, j'aime cette manière d'être proche des acteurs et des gens. Les acteurs sont excessivement bien choisis et jouent juste tous à la perfection. Fanny Ardant est excellente, Louis Garrel est excellent. Chacun a vraiment une place, une identité à laquelle on s'identifie ou en tout cas à laquelle on s'attache forcément. Ils ont une excellente dynamique de groupe, vraiment ils fonctionnent super bien ensemble. Je trouve que les personnages sont excessivement bien écrits et au-delà de ça, il y a quand même un truc assez fort dans l'écriture, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'humour dans un sujet qui est excessivement dur et on pleure quand même au bout de 10 minutes et après on pleure vraiment tout le long du film, en tout cas on pleure beaucoup. Et ça arrive à désacraliser aussi ce truc de la mort tout en lui donnant toute sa force et sa puissance. C'est tellement universel finalement de perdre quelqu'un comme ça qu'on ne peut pas ne pas s'identifier à cette perte et pas faire le miroir avec sa propre histoire, mais il contient de l'humanité, du sensible, de l'humain, de l'amour beaucoup. Et voilà, c'est un film qui me plaît beaucoup, qui m'a beaucoup fait penser à ma grand-mère aussi, à mon histoire, à ce que nous on a traversé aussi, ce qu'on a vécu, à ma famille. Ça m'a fait une dose de... Même là, quand j'en parle, je suis un peu... Ça m'a fait une dose d'amour et ça m'a fait du bien, en fait. C'était trop bien, c'était trop fort, c'était trop chouette. Donc, si vous avez l'occasion de découvrir ce film, foncez. Pour moi, il a été d'une grande beauté et un moment d'une grande rareté, une expérience de cinéma encore une fois. Et c'est ça que j'aime aussi quand je vois des films, c'est de vivre une expérience entière de moi-même dans une salle, à un moment, à un endroit. Et ce film m'a fait ça. J'espère que ce bilan culture vous aura plu. Il a été un peu long et bavard, mais j'avais vraiment envie d'évoquer tous ces sujets divers et variés avec vous. J'espère que malgré le... Ah, mais j'ai pas parlé d'un truc. Si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à les partager dans la barre d'infos, c'est fait pour ça. Racontez-moi aussi ce que vous êtes allé voir au cinéma en premier. Et si je vous ai fait découvrir des trucs chouettes, n'hésitez pas à me partager votre avis, et même s'il est différent du mien, ce qui peut être le cas, notamment sur ADN, n'hésitez pas à m'en faire part. On a besoin de mettre en perspective et de partager sur ces sujets pour se rendre plus intelligent, plus conscient, avoir plus d'infos et donc plus de maîtrise des sujets pour pouvoir en parler. Voilà, j'aurais aimé vous parler de 1000 autres trucs. Là j'avais ça, je vous en ai pas parlé du tout. J'ai lu l'Arabe du futur, c'était trop bien. Mais j'en parlerai dans le prochain Bilan Culture. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse, continuez de vous informer, de vous éclairer et de vous nourrir de plein de choses et d'être curieux surtout. Et puis, je vous dis à bientôt. Des bisous.